Bonsoir, je dirais bonjour du moins, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ici pour pouvoir vous faire une petite présentation ainsi qu'une petite configuration de Inkscape. Donc, je vais me présenter, après on va tout de suite passer à l'essentiel. Donc, moi c'est Caleb Mbeme. Je travaille en tant qu'administrateur système à PO Group. Donc, tout au long de ce parcours, ce sera à moi de vous guider concernant les étapes d'installation et de configuration de Inkscape. Donc, si vous avez de préoccupations ou d'incompréhension par rapport à une étape, il suffira juste de revenir à cette partie de scanner ce lien, ce code QR de votre téléphone et automatiquement il vous sera demandé d'enregistrer mes coordonnées et vous pouvez me contacter grâce à ces coordonnées-là. Ok, sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. Donc, le plan sera très simple. On va faire une petite introduction à Inkscape. On va parler de la configuration du serveur central de Inkscape, de la configuration du serveur de sécurité, de la configuration des API, des services API. On va aussi on va parler du monitoring et du login de quelques outils. On va aussi parler de gestion des incidents. Donc, on va vraiment y revenir par rapport à cela. Ok, donc on va commencer par l'introduction. Donc, c'est quoi Inkscape? Inkscape, c'est une plateforme de gestion de données interopérables et sécurisées. Donc, Inkscape est conçu pour pouvoir permettre l'échange des informations entre les systèmes d'information. Elle est souvent utilisée pour pouvoir permettre la communication entre différents services publics et organisations, ce qui garantit une communication qui garantit une sécurité, la confidentialité et puis l'intégrité des données échangées. Donc, par rapport à l'architecture de Inkscape, Inkscape est composé du serveur central qui joue un rôle crucial dans la gestion des configurations globales de certificats, dans l'enregistrement des serveurs de sécurité, la fédération, la synchronisation des informations. Donc, par rapport à tous ces thèmes, on va y revenir. Inkscape est également composé des serveurs de sécurité. Ce sont des serveurs qui agissent comme intermédiaires sécurisés entre les systèmes clients et les systèmes fournisseurs de données. C'est-à-dire que lorsque vous prenez l'architecture de Inkscape, vous devez avoir, lorsqu'un service Inkscape est mis en place, vous devez avoir un fournisseur et un customer. Le customer vient consommer les données et puis le fournisseur, il fait office de provider pour pouvoir fournir les informations. Donc, également, nous avons les clients qui sont des sous-systèmes des membres de Inkscape qui consomment ou fournissent des services via la plateforme. Donc, nous avons également une autorité de certification qui est responsable de la délivrance et de la gestion des certificats numériques pour Inkscape. Donc, cela garantit l'authenticité et l'intégrité des communications. Donc, les fonctionnalités clés de Inkscape, nous avons l'interopérabilité qui se traduit par la communication entre les systèmes hétérogènes au sein d'une infrastructure partagée, la sécurité par le chiffrement, l'authentification des données, l'autorisation, la fiabilité par le suivi des transactions, la journalisation. Et je pense même que dans certains pays, les logs de Inkscape constituent des preuves qui sont recevables même au niveau juridique. Donc, par rapport au cas d'utilisation de Inkscape, nous avons par exemple un gouvernement qui veut mettre en place des services publics pour pouvoir dématérialiser ces services, par exemple. Nous pouvons intégrer ces services pour pouvoir permettre l'échange de sécurité entre différentes agences gouvernementales. Je prends tout bonnement l'exemple, par exemple, de la CIA et le gouvernement des États-Unis et
notre gouvernement, par exemple. On peut se dire, OK, voilà les gens qui voyagent du Bénin pour pouvoir arriver aux États-Unis. Donc, il va falloir, par exemple, pour pouvoir s'échanger les informations par rapport à ces personnes de façon sécurisée. Je dis n'importe quoi. C'est juste un cas d'exemple que je suis en train de donner. Donc, nous avons le domaine santé où les informations des patients sont vraiment des informations critiques. Donc, il va falloir une architecture sécurisée pour pouvoir partager ces informations à travers, par exemple, plusieurs hôpitaux. Donc, le secteur privé également, business to business ou business to customer, pour l'échange sécurisé des données entre les entreprises et les institutions financières. Donc, concernant l'installation et le déploiement de East-Road, donc, les prérequis que vous devez avoir sur votre machine Docker. Je pense que si vous avez un Windows, ça va, mais moi, je n'ai que tester l'installation sur du Debian. Donc, si vous avez Docker, vous avez Docker Compose également installé. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un fichier Docker Compose dans un répertoire. Donc, vous collez le contenu de ce fichier Docker Compose. C'est un Docker Compose assez simple. Ici, on définit l'image, les services qui sont des images ici, le East-Road central, le serveur de sécurité 1, le serveur de sécurité 2. Ici, on définit le East-Road token, l'utilisateur admin son mot de passe, le log, level info. Si on veut tout avoir, on peut mettre à debug. Les ports qui sont autorisés, les ports du conteneur, les volumes qui sont montés et le réseau dépendent pour pouvoir dire que pour pouvoir démarrer, on a besoin que le certificat, le serveur central soit démarré avant que le SSD soit démarré. Donc c'est toujours la même configuration un peu partout. Ici, on monte simplement les volumes de la base de données. Donc ici, on attribue le réseau. Donc on va copier ce fichier. Voilà ce qu'on va faire. OK. Donc, moi, je suis dans mon répertoire East-Road. J'ai un petit script qui me permet de supprimer la configuration lorsque je dois faire des présentations pour pouvoir reprendre une nouvelle présentation. Donc, j'ai déjà copié le contenu du Docker Compose dans mon fichier Docker Compose à moi, ce que vous pouvez voir ici. Donc, également, j'ai Docker installé. J'ai également Docker Compose installé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je chante maintenant la commande Docker Compose up-d au sein du répertoire. Et si c'est la première fois que vous lancez cette commande va d'abord vous télécharger les images des conteneurs. Lorsque je fais par exemple Docker image, pour remarquer que moi j'ai déjà les images du serveur central et également les images du serveur de sécurité. Donc, je fais Docker PS pour pouvoir m'assurer que tout est en place. Donc, vous le voyez bien. Donc, il y a le serveur central et les 3 conteneurs de serveur de sécurité qui sont démarrés. Donc, vous pouvez faire Docker logger-f pour pouvoir voir la journalisation du Docker. Donc, le serveur central est disponible à l'adresse localhost ou bien l'adresse de votre machine et le port 4000. Le serveur CA Certification Authority est disponible à l'adresse localhost le port 8888/testca. Le serveur de sécurité 1 à l'adresse au port 1000 SS2 au port 2000 et SS3 au port 3000. Donc on va automatiquement
démarrer les serveurs, ce que je vais faire, je vais ok, prendre un bureau pour chaque serveur. Donc, je vais démarrer bureau. Ce que je veux faire qui serait mieux. Ok, les craintes. Ok, je vais fermer l'autre. Ok, et on va venir ici. Ok, c'est parce que les autres exceptions de certificats sont toujours au niveau du navigateur. Donc, on va pas s'embêter à les effacer. Ce que je vais faire, je vais utiliser Chrome. Ok, si il faut, je dois imprimer. Ok, là c'est quand même bizarre. Ok, ce qu'on va carrément faire, on va redémarrer Firefox. Et puis, au niveau de paramètres, je pense que c'est certificat. Ok, View Certificate, serveur, autorité. Je pense que normalement je peux supprimer le certificat. J'y arrive pas. Ah, ça va prendre vraiment du temps pour pouvoir trouver ce que je veux. Bon, c'est pas grave. Je vais recoller. Ok. Je vais reprendre l'URL. Ok. Je vais la recoller. Donc, c'est venu. Je pense que c'était parce que cela chargeait encore les informations au niveau du démarrage. Donc, PS, tout est encore démarré. Donc, je vais prendre cela et l'amener ici. Ok. Je fais Advance, je fais Accept Risk. Et puis là, je serai automatiquement dirigé sur le serveur central. Je vais prendre un nouveau ici et je vais mettre cela sur le second bureau. Venir prendre l'adresse du premier serveur de sécurité. Je vais faire Advance, j'accepte également. Je vais prendre celui du troisième juste pour confirmer que tout démarre bien. Je vais utiliser cette fois-ci Chrome. Ok, oui. Donc, c'est également démarré. Je continue. Ok. Donc, je vais vérifier. On va tout vérifier. Il reste le dernier. On va mettre sur le dernier bureau. Je vais utiliser toujours. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre une instance de Chrome ici, en privé, que je vais mettre ici. Ok, voilà. Donc je continue comme ça. Donc je pense qu'il me reste
a également vérifié l'autorité de certification. Donc, lui, il est en HTTP et non en HTTPS. Ok, donc il est là. Alors, il va falloir que je pense à corriger cela. L'autorité de certification. Sinon, je risque d'oublier. Lui, il est en HTTP. Ok. Donc, voilà. Tous nos éléments sont démarrés. On va essayer de se connecter. Le nom d'utilisateur, c'est ICRT. Le mot de passe, c'est secret. Donc, ce sont les mêmes informations de connexion un peu partout. ICRT secret. ICRT secret. ICRT secret. Donc, il s'est connecté, il s'est connecté, il s'est connecté. Donc, ICRT et puis secret. Donc, ici, on nous dit en NBO d'utiliser différents navigateurs pour accéder aux composants pour éviter des problèmes de session. C'est-à-dire qu'on pourrait être déconnecté ici, par exemple. Vu que c'est le mot compte utilisateur, on se connecte ici et on vient se connecter ici pour être déconnecté. Donc, on va vouloir revenir et cela risque un peu d'être frustrant. Donc, voilà tout par rapport à l'introduction et à l'installation de Xcode. On va passer à l'étape 2 par rapport à la configuration du serveur central.